Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. En ce milieu de semaine, au sommaire tout d'abord un anniversaire avec un bâtiment pragois devenu iconique, la maison dansante qui fête son 30e anniversaire. Pour l'occasion, une exposition inédite retrace son histoire. C'est ensuite à Ostrava, dans l'extrême est du pays, que nous vous emmènerons, et ce pour y découvrir un des hauts lieux de la vie culturelle, la Maison des Arts, une institution inaugurée il y a tout juste 100 ans. Il s'agit tout simplement du plus grand musée d'art d'Ostrava et lui aussi présente à cette occasion le meilleur de ses collections. Enfin, hommage à un grand monsieur de l'histoire de l'amitié tchéco-slovako-française, Václav Eugène Fauché, qui était âgé de 92 ans, qui était le fils de l'ancien général Louis-Eugène Fauché, l'homme qui a dit non aux accords de Munich en 1938 est décédé en début de semaine. C'est donc un hommage que nous lui rendrons, mais avant tout cela, le Flash Info présenté par Alexis Rosenzweig. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. La République tchèque se prépare à accueillir un ressortissant américain potentiellement infecté par le virus Ebola. Il sera transféré à l'hôpital universitaire Bulovka à Prague. C'est ce qu'a indiqué mardi soir à l'agence Četeka la porte-parole du ministère de la Santé. Selon le ministère, l'homme ne représente aucun risque pour la population tchèque et les procédures pour ce type de situation sont clairement établies. Le patient sera transporté à l'hôpital Bulovka dans un caisson d'isolement spécial selon des mesures de sécurité et des protocoles anti-épidémiques strictement définis, a précisé la porte-parole. Selon le ministre de la Santé, le patient est un médecin qui travaillait en Ouganda. Il a été en contact avec une personne infectée. La partie américaine nous a demandé de l'aide. Ce médecin est asymptomatique, a ajouté le ministre à la télévision publique tchèque. On parle des dépenses militaires et de l'OTAN avec le chef du gouvernement tchèque Andrej Babiš qui a déclaré ce mercredi que la Tchéquie n'atteindrait très probablement pas cette année encore l'objectif de l'OTAN consistant à consacrer 2% du PIB aux dépenses de défense. Il souhaite, le chef du gouvernement, aborder cette question lors du sommet de l'OTAN prévu en juillet. C'est ce qu'a précisé Andrej Babiš aux journalistes après sa rencontre avec le ministre de la Défense Jaromír Zuna. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que le gouvernement décidera de la composition de la délégation qui se rendra à ce sommet de l'OTAN à Ankara lors du Conseil des ministres du 8 juin. Il a également demandé au ministre de commencer à préparer le mandat de la délégation. Le président de la République, Petr Pavel, qui a participé à tous les sommets de l'OTAN depuis son entrée en fonction et qui fut auparavant président du comité militaire de l'OTAN, maintient sa volonté d'y participer. Le Premier ministre Andrej Babiš s'est jusqu'à présent opposé à la participation du chef de l'État, estimant que c'était au gouvernement de présenter les dépenses de défense du pays lors du sommet. Des dizaines de policiers veilleront au maintien de l'ordre public lors du congrès des Allemands des Sudètes à Brno. Ce week-end seront mobilisés des policiers chargés du maintien de l'ordre, de la police des étrangers, de la circulation, ainsi que des enquêteurs criminels. La police enquête également sur plusieurs menaces visant les organisateurs de l'événement. 2 auteurs présumés ont déjà été identifiés. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi la porte-parole de la police de Moravie du Sud. Brno, vous le savez, accueille le congrès de l'association des Allemands des Sudètes de jeudi à lundi. Les descendants des Allemands des Sudètes, contraints de quitter la Tchécoslovaquie après la Seconde Guerre mondiale, ont été invités par les organisateurs du festival Meeting Brno. L'événement suscite des controverses et les députés de la coalition gouvernementale tchèque ont adopté une résolution contre son organisation. Des manifestations sont attendues. L'UEFA a alourdi mardi la sanction infligée à Petr Vlachovský, condamné pour avoir filmé en secret des joueuses du FC Slovácko dans les douches et les vestiaires. L'interdiction d'exercer comme entraîneur, initialement fixée à 5 ans, devient désormais une interdiction à vie, étendue à toutes les compétitions européennes. L'instance européenne, l'UEFA, donc, l'a annoncé sur son site.
précisant avoir demandé à la FIFA d'étendre cette sanction au monde entier. La présidente de l'association tchèque des footballeurs, Markéta Heinlová, a salué cette décision comme un signal montrant que ce type de comportement est inacceptable, tout en rendant hommage au courage des joueuses ayant témoigné. Le club du FC Slovácko estime de son côté que la sanction est appropriée. Un mot sur la météo pour terminer, avec du beau temps prévu dans le ciel tchèque ces prochains jours. Des températures en hausse avec jusqu'à pas loin de 30 degrés annoncés pour ce week-end. Voilà pour l'essentiel des infos. Plus d'infos, français.radio.cz et la suite du programme tout de suite maintenant. Radio Prague International, le programme francophone. C'est un des bâtiments devenus iconiques de Prague. La maison dansante, ou si vous préférez en tchèque, Tančící dům, ouvre ses portes comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Cette année, cette innovation architecturale fête en effet ses 30 ans. Et à l'occasion de ce 30e anniversaire, une exposition inédite retrace son histoire jusqu'au 18 octobre. Les visiteurs de la maison dansante peuvent découvrir les coulisses de la construction et les secrets de ce bâtiment emblématique de Prague. Inès Cuvillier. N'oubliez pas, Ginger Rogers faisait tout ce que Fred Astaire faisait, mais à l'envers et en talons hauts. Cette citation du dessinateur américain Bob Taves accueille les visiteurs dès l'entrée de l'exposition. Surnommée Ginger et Fred, en référence au célèbre danseur américain, la maison dansante se distingue par ses formes ondulées qui évoquent un couple en mouvement. Une prouesse technique rendue possible grâce à une structure innovante composée de panneaux rigides capables de soutenir ces lignes atypiques. Mais avant de devenir l'un des bâtiments les plus photographiés de Prague, le site portait encore les traces de l'histoire. Le bâtiment a en effet été construit sur un terrain vide depuis un bombardement américain sur Prague en 1945. L'idée du projet naît dans les années 1980. Une partie de l'exposition est d'ailleurs consacrée aux deux architectes à l'origine du projet, Frank Gehry et Vlado Mulinic. En 1992, l'architecte américano-canadien Frank Gehry rejoint finalement l'aventure. Inaugurée le 20 juin 1996, après 2 années de conception et 2 années de travaux, la maison dansante s'est rapidement imposée comme l'un des symboles du renouveau architectural de Prague après la chute du communisme. Pourtant, à son achèvement, le bâtiment était loin de faire l'unanimité. Certains habitants et critiques voyaient dans cette construction moderne une rupture avec l'architecture historique des quais de Prague, tandis que d'autres y percevaient déjà le symbole d'une nouvelle ère ouverte après 1989. Depuis 2013, la maison dansante a changé de propriétaire et accueille aujourd'hui un hôtel, un café, un restaurant ainsi qu'une galerie d'art où se tient l'exposition anniversaire de la maison dansante. Intitulée La maison dansante, histoire d'un bâtiment iconique, l'exposition permet également d'accéder à des espaces habituellement fermés au public. Les visiteurs peuvent notamment découvrir 2 salles techniques dont la salle des chaudières, accompagnée d'explications détaillées. Une manière de révéler à l'envers du décor de ce bâtiment emblématique pragois. Robert Vultek, le directeur de la galerie, précise. Il y a ici des photographies qui n'ont jamais été rendues publiques auparavant. On peut voir comment la maison dansante s'est développée depuis sa dalle de fondation jusqu'aux derniers étages. L'exposition se déploie sur 2 niveaux. Le premier étage présente une partie du mobilier d'origine des années 1990, notamment des tables en verre dessinées par l'architecte Eva Jirečná, ainsi que du mobilier de bureau d'époque, une véritable immersion dans le passé de la maison dansante. Le second accueille quant à lui plusieurs maquettes du bâtiment, dont un modèle géant de 2 mètres de haut. Les maquettes figurent parmi les éléments les plus impressionnants de l'exposition. On y trouve une maquette 3D dont la fabrication a nécessité près de 1350 heures d'impression, ainsi qu'une version en bois de 50 cm.
Tout au long du parcours, les supports se multiplient. Vidéos, photographies, écrans interactifs et archives inédites recouvrent les murs. Les visiteurs découvrent des clichés du terrain avant la construction, des images du chantier, mais aussi des plans et croquis originaux du bâtiment. Point important, la vidéo projetée dans l'exposition est uniquement disponible en tchèque, même si les panneaux explicatifs, quant à eux, sont également traduits en anglais. Longtemps controversée, la maison d'ensemble semble aujourd'hui avoir définitivement trouvé sa place dans le cœur des Pragois, comme dans celui des touristes. 30 ans après son inauguration, il est temps de souhaiter un joyeux anniversaire à ce bâtiment, devenu un symbole de l'architecture tchèque. C'est maintenant à Ostrava, la troisième plus grande ville de Tchéquie, capitale aussi de la Moravie-Silésie, une ville située dans l'extrême est du pays que nous vous emmenons maintenant. Une ville qui présente de nombreux attraits touristiques et notamment l'ancien complexe minier et sidérurgique de Dolny Vitkovice, un site reconverti en un centre multiculturel et éducatif. La Maison des Arts Dům umění en tchèque se range également parmi les hauts lieux de la vie culturelle à Ostrava, inauguré il y a tout juste 100 ans. Le plus grand musée d'art de la ville présente à cette occasion le meilleur de ses collections. Magdalena Rozinkova nous en dit plus. Tout de briques rouges, matériau typique d'Ostrava, le bâtiment fonctionnaliste de la Maison des Arts se trouve dans le centre historique de la ville, à proximité de la grande place Masarykovo náměstí. Comme l'explique l'historienne de l'art Renata Skřepská, c'est à l'entrepreneur en bâtiment et mécène František Jureček que l'on doit sa fondation. La Maison des Arts est unique dans le sens où elle a été fondée dans le cadre d'une initiative citoyenne. František Jureček a d'abord souhaité faire don à Prague de sa merveilleuse collection de tableaux, composés principalement d'œuvres tchèques du 19e siècle. Mais c'était un grand patriote et il a finalement opté pour Ostrava, où il a reçu le soutien de plusieurs hommes d'affaires importants, par exemple Eduard Šebela et Oskar Federer, liés aux aciéries de Vitkovice et aux mines de charbon locales, ou encore de responsables de la caisse d'épargne. Avec beaucoup d'enthousiasme, ils ont créé en 1923 une association pour la construction du bâtiment de la Maison des Arts. Un appel d'offres a été lancé un an plus tard, à la suite duquel Dům umění a été inauguré le 13 mai 1926. À l'époque, il s'agissait de la première institution de type Kunsthalle en Tchécoslovaquie. Il faut souligner que l'architecture du bâtiment est d'une telle qualité que, aujourd'hui encore, elle répond aux besoins d'une galerie avec par exemple un éclairage zénital grâce au plafond vitré. La Maison des Arts présente actuellement l'essentiel de la collection de 120 tableaux rassemblés par František Jureček. Intitulée Stopa, une autre exposition retrace les 100 ans d'existence de la galerie et de ses acquisitions. Chaque période historique a été spécifique et s'est reflétée dans le choix des œuvres achetées par la Maison des Arts d'Ostrava, explique Renata Skřepská. Ainsi, les visiteurs de l'exposition peuvent admirer les œuvres de grandes figures de l'art tchèque de l'entre-deux-guerres, dont beaucoup sont liées à la scène artistique française, telles que Toyen, Jindřich Štýrský, Otakar Kubín ou Jiří Kars. Dans les années 1940, les acquisitions ont été moins nombreuses, explique Renata Skřepská. Pendant la guerre, il y avait bien sûr le risque d'une confiscation de la galerie par l'administration allemande. Cela ne s'est finalement pas produit, mais Josef Čapek, Emil Fela ou Jan Zrzaví, donc tous les représentants du courant moderniste, ne pouvaient pas être exposés. En 1944, le centre d'Ostrava est bombardé.
Toutes les vitres de la Maison des Arts ont été brisées, les réparations ont été compliquées après la guerre en raison de la pénurie générale, mais heureusement les collections n'ont pas été endommagées, dit Renata Skrzepska, commissaire de l'exposition Stopa. Celle-ci présente également quelques œuvres typiques du réalisme socialiste des années 50, donc créées conformément à l'idéologie du régime de l'époque. Ces œuvres devaient obligatoirement être intégrées dans les collections de la galerie et nous avons voulu les exposer parce qu'elles témoignent de leur époque. Arrivent ensuite les années 60, une période heureuse où l'on pouvait acheter des œuvres d'art contemporain, celles de Mikuláš Medek par exemple. On pouvait puiser aussi dans des collections privées et acquérir des tableaux d'artistes interdits jusque-là. En 1969, la galerie a encore fait l'acquisition du tableau de Václav Boštík intitulé Modrá pro Jana Palacha, le bleu pour Jan Palach, alors que dans les années de normalisation qui ont suivi, on a fait une fois de plus un énorme pas en arrière. Ce n'est qu'avant la chute du régime communiste en 1989 que la galerie d'Ostrava a de nouveau pu acheter des œuvres contemporaines ainsi que celles de jeunes auteurs et d'artistes de la région. Depuis la révolution de velours, l'institution a complété ses collections. Les subventions du ministère de la Culture lui permettent d'acheter des œuvres d'artistes du XXe siècle qu'il était impossible d'acquérir sous l'Ancien Régime et dont les prix ne cessent de grimper sur le marché, comme par exemple celle des sœurs plasticiennes Jitka et Květa Válova. Enfin, la Maison des Arts consacre une exposition spéciale à un artiste redécouvert ces dernières années, à l'architecte et photographe Milan Pytlach, qui, avant d'émigrer en 1981 en Allemagne de l'Ouest et après la chute du mur de Berlin, a photographié Ostrava et ses habitants. Fils de l'ancien général Louis-Eugène Fauché. Louis-Eugène Fauché, l'homme qui a dirigé la mission militaire française en Tchécoslovaquie dans l'entre-deux-guerres et dont la voix s'était élevée en 1938 pour dire non aux accords de Munich et à l'abandon de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne nazie. Václav Eugène Fauché est décédé lundi dernier, 18 mai, à l'âge de 92 ans. Président de longue date de l'association Amitié tchécoslovaco-française, Václav Eugène Fauché a toute sa vie durant œuvré à l'entretien de la mémoire de son glorieux père. Nous vous proposons donc de réécouter à cette occasion ce que Václav Eugène Fauché avait confié à Radio Prague International en octobre 2024. C'était à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de son père, donc Louis Eugène. Anna Kubishta. Qu'est-ce qui peut bien inciter un officier de carrière occupant un poste de prestige de représentant de la France à l'étranger à défier sa hiérarchie en se mettant à la disposition de cette même armée étrangère qui l'épaule? Lorsqu'en 1938, la crise des Sudètes est à son paroxysme, le général Louis-Eugène Fauché a été cet homme qui s'est élevé et a dit non au renoncement français et britannique de soutenir leur allié tchécoslovaque. Pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur la jeunesse de Louis-Eugène Fauché. Il est un de ses enfants qui a évolué dans l'école française d'après la défaite de 1870, celle qui éduque des bataillons de futurs petits soldats prêts à prendre leur revanche sur l'Allemagne et à récupérer l'Alsace-Lorraine. Ce fils d'un menuisier et d'une lingère aspire à devenir marin, il rêve de destinations lointaines. Myope, il ne peut rentrer à l'école navale et bifurque vers l'école polytechnique. Son aspiration à un ailleurs lointain aurait pu l'amener dans l'armée coloniale, mais non, c'est la Tchécoslovaquie qu'il choisit, voire qu'il le choisit. Il choisit en effet une carrière dans l'armée, mais affiche un parcours militaire fort singulier dont son poste à Prague sera le symbole. La République tchécoslovaque, née le 28 octobre 1918, soutenue par les puissances occidentales, dont la France, la nouvelle République indépendante accueille en 1919 la mission militaire française chargée de former la nouvelle armée tchécoslovaque. Sa direction est confiée au général Maurice Pellé, qui fait rapidement appel à Louis-Eugène Fauché, l'homme de la situation, selon lui. Contre toute attente, Fauché reste pendant près de 20 ans en Tchécoslovaquie, s'éprend d'une femme tchèque, tout comme de ce pays dans lequel il perçoit intimement quelque chose que la France a perdu à ses yeux, une population unanime, fière d'être maîtresse de son destin.
Né en 1934 à Prague, son fils Václav Eugène Fauché est aujourd'hui âgé de 90 ans. De ses années pragoises, il se souvient de ses balades dans le parc de Stromovka et d'une chute mémorable dans l'eau d'une mare au milieu des canards. C'est lui qui entretient depuis la mémoire de son père. Le général qui prend la tête de la mission militaire en 1926 est une personnalité à part, comme aime à le rappeler son fils. Ça ne passait pas inaperçu au ministère des Affaires étrangères allemand. Dans les archives de la Wilhelmstraße, il y a une note sur Fauché et on lit Fauché, ein ausgesprochener Scharfmacher, un excité de première. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de le sonder sur ce qu'il pensait de l'avertissement de Jules Cambon en 1919. Jules Cambon était négociateur français lors des discussions préliminaires du traité de Versailles. Et Jules Cambon disait en 1919, et maintenant la grande affaire sera d'amener les Français à se résigner à ce que leur nation soit une nation de second rang. Bénèche télégraphiait à Masaryk que dans les négociations de Versailles, la France n'avait rien à dire. Autrement dit, Bénèche était parfaitement au courant de la défaite française de 1918. Les États-Unis avaient gagné la guerre, mais la France l'avait perdue. C'est ce constat et ce contraste qui marque le général Fauché. Pour son fils, ce dernier a très vite compris que son point de fuite avait été très judicieusement choisi parce qu'il est tombé dans un pays qui connaissait le paroxysme de sa fierté. Une fierté qu'il n'arrivait pas à retrouver en France et il l'a trouvée offerte sur un plateau en Tchécoslovaquie. Cet attachement trouvera son illustration dans un geste fort et inouï face aux pressions exercées par la France et l'Angleterre sur la Tchécoslovaquie. Il donne sa démission au gouvernement français le 23 septembre 1938 et se met à la disposition de l'armée tchécoslovaque. Il s'est mis à la disposition du gouvernement tchécoslovaque pour toute mission qu'il voudrait bien lui confier. Mais les accords de Munich ayant été conclus, il n'y avait plus de mission, il n'y avait plus de défense possible. Alors nous ne sommes pas rentrés en même temps que lui, il est rentré avant nous. Nous sommes rentrés après l'invasion de la Tchécoslovaquie, nous sommes rentrés fin mars 1939, ma mère, ma grand-mère et moi. Il y a beaucoup de gens qui y ont mis du leur pour nous aider. Ça n'a pas été facile. Je me rappelle notamment le travail exténuant de l'avocat Otakar Flanderka, qui malheureusement a été arrêté par la Gestapo et il est mort en déportation. Il y avait des quantités de formalités que sans lui on n'aurait jamais pu mener à bien. Et on est parti par l'Orient Express. Et nous étions dans le même compartiment que des Tchécoslovaques juifs qui nous ont dit « Vous allez en France, ah nous on va pas en France, on va en Amérique, c'est plus sûr ». Quelques jours plus tard, les accords de Munich sont signés, mais le général Fauché a d'ores et déjà montré qu'il était tout à la fois un patriote français et tchèque. Rester en fonction à Prague, c'était se porter garant de cette imposture. Il ne pouvait pas rester plus longtemps complice de cette imposture. Il était resté trop longtemps, en fait. Une coopération déraisonnable parce qu'elle supposait que la France soit encore une nation de premier rang. Et ça, De Gaulle n'en avait pas pris conscience. De Gaulle a attendu Munich pour écrire à sa femme « La France n'est plus une nation de premier rang ». Alors que Jules Cambon l'avait compris dès 1919, en écoutant ce qui se disait pendant les négociations du traité de Versailles. Ce que Bénèche avait compris lui-même, parce qu'il était négociateur à Versailles. Il avait compris que la France n'avait rien à dire. Et il le disait à Masaryk. Autrement dit, ni Bénèche ni Masaryk n'ont été dupes. Mais ils ne pouvaient pas dire à leur peuple « Vous savez, cette indépendance, ça durera ce que ça durera ». Rentré en France au printemps 1939, le général Fauché se retrouve très vite pris dans l'engrenage de la guerre qui gagne tout le continent. Mobilisé, il est chargé d'assister à la formation de l'armée tchécoslovaque à Agde, dans le sud de la France. Après l'armistice, il rentre chez lui à Saint-Mexan, où bientôt il sera appelé à rejoindre la résistance.
Il était important pour De Gaulle d'avoir un général de corps d'armée dans son entourage pour son crédit auprès des Alliés, auprès des Britanniques notamment. En sorte que son travail dans la résistance a été fort peu de choses. Le principal service qu'il ait rendu, ça a été de répondre oui à l'appel de Gaulle par personne interposée. Oui. Mais il a été arrêté avant de faire quoi que ce soit, en janvier 1944. Oui. Il a eu le temps d'être nommé responsable de la région sud-ouest de Libération Nord, organisation rivale de l'organisation de la résistance dans l'armée. Il a réussi à fédérer les résistants à proximité immédiate, mais pas jusqu'à Bordeaux. Arrêté par la Gestapo en 1944, Louis-Eugène Fauché est détenu au camp de Füssen-Plansee jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, il s'efforcera de retisser cette amitié franco-tchécoslovaque si importante pour lui. Très vite alarmé par le fait que l'association France-Tchécoslovaquie, créée en 1945, devienne si vite noyautée par les communistes, notamment après le coup de Prague en 1948, il décide de créer l'amitié franco-tchécoslovaque qui publie régulièrement un bulletin. Eugène Fauché avait pris le relais de l'association après la mort de son père il y a 60 ans. Aujourd'hui, il a également passé la main et nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette antenne d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est donc sur cet hommage à Václav Eugène Fauché, fils de l'ancien général Louis Eugène. Václav Eugène décédé donc lundi dernier, 18 mai, à l'âge de 92 ans, que s'achève pour ce mercredi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt avec de nouveau l'actualité tchèque en français dans vos oreilles. Naslyšenou, ahoj.